Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Vous êtes-vous déjà demandé, vous dites à quelqu'un que vous voulez simplement être ami. Cool, tout à fait valable, c'est votre choix. Mais au moment précis où cette personne tourne la page et trouve quelqu'un qui l'apprécie sincèrement, soudain, vous vous retrouvez dehors à 2 heures du matin à vandaliser sa moto comme si c'était un mardi tout à fait normal. Et le meilleur dans tout ça? Vous avez eu l'audace de laisser un petit mot d'amour après. Romantique, vraiment. Mais attendez, ça devient encore pire, fausse plainte aux ressources humaines, filature à la salle de sport, compte jetable, faux profil LinkedIn, tout ça parce que quelqu'un a eu le culot d'être heureux sans vous. Maintenant, voilà ce que je veux que vous fassiez, je veux que vous regardiez toute cette histoire et que vous prêtiez vraiment attention aux détails, parce que c'est une véritable leçon sur exactement ce qu'il ne faut pas faire quand quelqu'un passe à autre chose. Restez avec moi, parce que celle-ci est vraiment complètement déjantée du début à la fin. Elle m'a mis dans la friend zone, puis elle est devenue folle quand j'ai trouvé une petite amie. Tu n'as pas le droit de me remplacer, a-t-elle crié en vandalisant ma moto. Alors je lui ai fait payer ça. Je m'appelle Milo, j'ai 25 ans. Je travaille dans la certification de sécurité aéronautique chez un sous-traitant du secteur aérospatial à Huntsville. Je vérifie la conformité des logiciels de vol, en m'assurant que tout respecte les normes fédérales avant d'être intégré dans de vrais systèmes d'aéronefs. Une seule case oubliée peut retarder une certification de 6 mois. C'est bien payé, et la sécurité de l'emploi est solide, parce que personne ne veut voir des avions tomber du ciel. Une chose importante à comprendre dans ce secteur pour la suite de l'histoire, votre réputation professionnelle est une monnaie. Tout repose sur la confiance. Un signalement RH, une simple rumeur de faute, et les portes commencent à se fermer avant même que vous sachiez qu'elles étaient ouvertes. Les collègues cessent de vous inclure dans des projets. Les managers prennent discrètement leur distance. Peu importe que l'accusation soit vraie ou non. L'association suffit. Souvenez-vous-en. Ça aura son importance plus tard. J'ai rencontré Naomi pendant ma première semaine dans l'entreprise, à l'époque où j'avais 22 ans, fraîchement diplômée en ingénierie aérospatiale et sans aucune expérience pratique. Elle travaillait dans la gestion des installations, même bâtiment, étages différents. Les discussions banales à la machine à café du hall sont devenues de vraies conversations. Échange de numéros. Déjeuner 2 fois par semaine en moins d'1 mois. Avant que quelqu'un ne commence avec l'idée du type qui attend désespérément, ce n'était pas ça. Pas au début. On a construit ce qui ressemblait à une véritable amitié réciproque. Quand la transmission de ma Civic a lâché et m'a laissé bloqué au Research Park un lundi matin, elle est venue pendant sa pause déjeuner et m'a prêté sa voiture pour la semaine. Sans hésiter. Quand son appartement a été inondé à cause d'une fuite à l'étage supérieur, j'ai passé tout un samedi à l'aider à déplacer ses meubles dans un garde-meubles, et elle a dormi sur mon canapé pendant 3 nuits jusqu'à ce que les réparations soient faites. Quand sa voiture a été remorquée à cause d'une zone de stationnement confuse en centre-ville, je l'ai conduite à la fourrière à 7 heures du matin un jour de travail. C'était réciproque. De vrais services, de vrais efforts, dans les deux sens. Mais Naomi n'était qu'une partie de ma vie, pas toute mon organisation. Je suivais un cours de conduite moto le week-end, j'allais à la salle de sport 4 fois par semaine, et j'avais mon propre cercle social avec Scott et quelques collègues. Je ne passais pas mon temps à attendre ses messages. J'avais ma vie. Environ 8 mois plus tard, je l'ai invité à sortir. Directement. Pas de jeu. On se promenait dans Big Spring Park après avoir pris à manger à un food truck, et je lui ai simplement dit. Je lui ai expliqué que je l'aimais plus qu'une amie et que je voulais l'emmener à un vrai rendez-vous. Elle a fait ce truc où elle sourit, mais ses yeux deviennent un peu tristes. Comme si je l'avais mise mal à l'aise en étant honnête. Elle m'a dit qu'elle tenait à notre amitié, qu'elle était dans une phase compliquée côté relation, qu'elle n'avait pas complètement tourné la page avec son ex-parti à Atlanta. Le timing était compliqué. Elle ne voulait pas gâcher ce qu'on avait en se précipitant dans quelque chose pour lequel elle n'était pas prête. J'ai accepté, c'était juste, j'ai pris du recul sur le plan romantique et je me suis engagé à la traiter comme une amie, puisque c'est ce qu'elle demandait. Si elle changeait d'avis, elle me le dirait. Sinon, pas de souci. Ma carrière avançait. Je venais d'acheter la moto pour laquelle j'économisais. La vie allait bien. Et là, je vais être honnête sur ce que j'ai remarqué sans agir tout de suite. La porte n'a jamais été complètement fermée. Et ce n'était pas un hasard. Elle m'appelait à 23 h un mardi au hasard parce qu'un type qu'elle voyait avait annulé, venait chez moi, s'endormait sur mon épaule pendant un film, puis me serrait dans ses bras 30 secondes à la porte et m'envoyait un message « J'aime savoir que je peux toujours compter sur toi ». Elle m'a invité comme cavalier à un mariage d'un collègue parce qu'elle ne voulait pas y aller seule et subir les questions. Elle me présentait à tout le monde comme « sa personne ». Quand la tante du collègue a demandé si on était ensemble, elle a ri en disant « Pas encore, mais qui sait ce que l'avenir réserve ?» tout en serrant mon bras, puis en posant sa tête sur mon épaule pendant les slows. J'ai tout remarqué. Chaque fois qu'elle touchait mon bras un peu trop longtemps, chaque message entre amical et flirt. Je n'avais juste pas le bon mot pour décrire ça à 23 ans. Je pensais qu'elle était simplement indécise, au lieu de comprendre ce que c'était réellement. Une stratégie. Elle voulait que je reste intéressé, mais sans que je pousse. Au bout de 2 ans, j'étais passé à autre chose mentalement. J'ai fréquenté quelques femmes.
Rien qui ait duré plus de quelques mois. Naomi avait toujours un avis sur elle. La première était, un peu superficielle, genre elle s'intéresse à toi parce que tu es stable. La deuxième dégageait de mauvaises ondes, elle ne te comprend pas vraiment. Elle présentait ça comme de la protection, un comportement de meilleure amie. Mais j'ai remarqué un schéma. Chaque femme qui m'intéressait avait un défaut que seule Naomi voyait. Et il y avait aussi ce truc où elle avait soudainement besoin de moi à des moments très opportuns. Je mentionnais un rendez-vous un vendredi, et ce même vendredi après-midi, Naomi m'écrivait qu'elle avait une crise avec un projet au travail et qu'on pouvait se voir pour en parler. À 17h30 pile, exactement quand je devais partir. Je suis quand même allé au rendez-vous, mais le timing n'était pas une coïncidence. Ça s'est reproduit plusieurs fois. À l'époque, je pensais qu'elle avait des standards élevés pour moi. Maintenant, je sais qu'elle sabotait discrètement. Un soir, après qu'une fille que je voyais depuis 6 semaines m'ait quitté par message, Naomi est venue avec de la glace de cet endroit sur Clinton Avenue, et on a parlé pendant des heures. À un moment, elle m'a pris les mains et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Tu vas rendre quelqu'un d'incroyablement heureux un jour, et j'espère que cette personne réalisera à quel point elle a de la chance de t'avoir trouvé. Long silence, regard soutenu. Je veux juste que tu restes toujours dans ma vie, quoi qu'il arrive. Promets-le-moi. Quelque chose dans sa façon de le dire sonnait faux, comme si elle me demandait de signer un contrat sans lire les petites lignes. Je ne compte pas partir, ai-je répondu, mais je ne peux rien promettre pour toujours. La vie change. Les gens changent. Je serai là tant que ça a du sens pour nous deux. Son expression a vacillé, ce n'était pas la réponse qu'elle voulait. Elle s'est vite reprise, a dit, c'est juste, d'une manière qui montrait clairement qu'elle ne trouvait pas ça juste du tout. Avec le recul, c'était moi qui laissais une porte ouverte sans même réaliser que j'en aurais besoin un jour. Mon colocataire Scott est celui qui a finalement mis des mots sur ce que je ressentais sans parvenir à l'identifier. Scott travaille en cybersécurité pour l'un des sous-traitants de la défense de l'autre côté de Redstone. On partageait un appartement de 2 chambres près de Research Park depuis mon arrivée à Huntsville. C'était un mardi quelconque, environ 3 ans après le début de mon amitié avec Naomi. Elle m'a envoyé un message pour me demander si je pouvais l'aider à déménager un canapé dans son nouvel appartement ce week-end, seul, en le montant sur 2 étages, parce que l'homme qu'elle fréquentait s'était bloqué le dos et ne pouvait pas aider. Son petit ami ne pouvait pas l'aider, donc sa première idée, c'était moi, pour passer mon samedi à déplacer des meubles pour une femme qui sortait avec quelqu'un d'autre. J'ai répondu, je ne peux pas samedi. Tu devrais essayer TaskRabbit ou demander à l'immeuble s'il propose une aide au déménagement. Certains endroits ont des accords avec des déménageurs locaux. Elle a répondu simplement, et ne m'a pas écrit pendant 3 jours. Quand j'en ai parlé à Scott, il a hoché la tête comme si j'avais enfin réussi un test. Bien. Parce que j'allais te dire quelque chose. C'est quand la dernière fois qu'elle a fait quelque chose pour toi qui n'était pas pratique pour elle? Quelque chose où elle a vraiment fait un effort? J'ai commencé à répondre, puis je me suis arrêté. Impossible de trouver un seul exemple sur les 12 derniers mois. Tu es devenu une ressource qu'elle gère, pas un ami avec qui elle est réciproque, a-t-il dit. Grosse différence. Il a sorti son téléphone pour me le prouver. Le mois dernier seulement, elle t'a écrit 11 fois. 9 fois pour demander quelque chose ou se plaindre d'un mec. Les 2 autres, c'était pour répondre à des messages que tu avais envoyés en premier. Toi, tu lui as écrit 6 fois. 5 étaient des réponses. Il avait vraiment compté. Tout ce que j'avais remarqué sans faire le lien prenait soudain sens. La façon dont elle annulait nos plans si quelque chose de mieux se présentait, mais se vexait si je n'étais pas disponible quand elle avait besoin de moi. La façon dont elle devenait froide dès que je mentionnais quelqu'un qui m'intéressait, tout en s'attendant à ce que je sois son confident pour chaque homme qu'elle fréquentait. Le fait que j'étais toujours celui qui se déplaçait jusqu'à chez elle, qui réorganisait son emploi du temps. Je ne l'ai pas confronté. J'ai simplement commencé à prendre de la distance, discrètement. Je mettais plus de temps à répondre à ses messages, je refusais ses demandes, je raccourcissais les conversations, j'ai arrêté de me proposer spontanément. Puis j'ai rencontré Ruby. Ruby travaillait pour un autre sous-traitant, en analyse structurelle pour des systèmes de propulsion. D'une intelligence impressionnante. On s'est rencontrés lors d'une conférence interentreprise sur la sécurité au Von Braun Center. Elle a renversé du café sur ma sacoche d'ordinateur pendant une pause networking, s'est excusée 1000 fois et a insisté pour m'en racheter une. Je lui ai dit que c'était un sac de 4 ans acheté chez Target, qui avait probablement coûté $15. Franchement, ce n'était rien. Elle a ri. D'accord, mais je te dois au moins un café. Appelons ça des réparations professionnelles. Ce café a eu lieu 2 jours plus tard. Elle est arrivée avec 5 minutes d'avance. On a parlé pendant 2 heures sans regarder nos téléphones. En partant, elle m'a dit, j'ai passé un très bon moment. On recommence. Puis elle m'a écrit en rentrant, bien arrivé. Merci pour aujourd'hui. Ça s'est transformé en dîner la semaine suivante, puis en plusieurs dîners, puis en quelque chose de sérieux en environ 6 semaines. Ruby était le genre de personne qui te dirait que ta chemise est à l'envers plutôt que de te laisser te promener comme ça toute la journée. Elle travaillait sur des voitures avec son père chaque dimanche, une vieille Camaro qu'il restaurait depuis 3 ans.
Elle avait des opinions bien arrêtées sur le barbecue, notamment que le style texan était surcoté et que la sauce blanche de l'Alabama était sous-estimée. Elle riait à ses propres blagues avant même la chute. La première fois qu'elle a rencontré Scott, elle l'a battu à Mario Kart 3 fois de suite et ne l'a pas laissé oublier pendant un mois. Il l'a respecté immédiatement. Il y avait aussi quelque chose chez Ruby que je n'ai pleinement compris que plus tard. Son cerveau d'ingénieur ne s'arrêtait pas en dehors du travail. Elle abordait les problèmes comme elle analysait des données de propulsion. Identifier le vrai problème, trouver la solution, puis agir. Certains appelleraient ça de la froideur. Moi, j'appellerais ça la raison pour laquelle on a survécu à ce qui allait suivre. J'étais heureux. Vraiment, sincèrement heureux. Et j'ai fait l'erreur de penser que Naomi serait heureuse pour moi. Quand j'ai parlé de Ruby pendant un déjeuner dans une sandwicherie près du Space and Rocket Center, Naomi, sais-tu, a joué avec une tomate dans sa salade. Fais juste attention. Tu sais que tu t'attaches vite. Je ne veux pas te voir souffrir encore. Étrange à dire. Je n'avais été blessé qu'une seule fois depuis qu'elle me connaissait, une rupture mutuelle après 2 mois, que j'avais digérée en 1 semaine. Au cours du mois suivant, Naomi a commencé à me contacter davantage. Messages aléatoires à des heures étranges. Invitations à des choses dont elle savait que je serais occupé. Elle voulait rencontrer Ruby. Elle disait qu'il était important qu'elle approuve la personne que je fréquentais. La façon dont elle l'a formulé, comme si elle avait un droit de veto sur mes relations, aurait dû être un signal d'alarme énorme, mais je continuais à me dire qu'elle était simplement une amie protectrice. Ruby a accepté un café à 3. Poli en apparence, mais Naomi a posé trop de questions sur le passé et la carrière de Ruby. Où elle avait étudié, depuis combien de temps elle était à Huntsville, si elle comptait rester sur le long terme. Ça ressemblait moins à apprendre à te connaître qu'à un entretien d'embauche pour lequel Ruby n'avait jamais postulé. Après, Ruby est restée silencieuse pendant quelques rues. Puis elle a dit. Elle te regarde comme si tu lui appartenais. Comme un objet qu'elle a perdu et qu'elle essaie de récupérer. Je ne pense pas qu'elle accepte que tu ne sois plus disponible. J'ai dit qu'elle était probablement juste protectrice, une amie de longue date, ce genre de choses. Ruby a répondu, peut-être, d'une manière qui montrait clairement qu'elle n'y croyait pas une seconde. L'escalade a commencé environ 2 semaines après ce café et a suivi un schéma tellement net qu'on aurait pu le tracer sur un graphique. D'abord est venue la culpabilisation. Naomi me demandait de passer du temps seul avec elle, spécifiquement le samedi soir, un moment dont elle savait que je le passais généralement avec Ruby, parce que je l'avais mentionné en passant des semaines plus tôt. Elle s'énervait quand je disais que j'avais déjà des plans. Tu n'étais pas comme ça avant. On dirait que tu n'as plus de temps pour tes vrais amis. Je lui ai fait remarquer qu'avant, j'étais célibataire et que j'avais plus de temps libre. Elle a lu le message, puis n'a pas répondu pendant 2 jours. Ensuite, tu me manques, quand on se donnait vraiment la priorité. Avant que tout change. J'ai commencé à écrire quelque chose d'honnête. Quelque chose sur le fait que je n'avais pas changé. Que j'avais simplement arrêté d'être disponible 24h24 pour quelqu'un qui ne remarquait mon absence que lorsque je n'étais pas là. Puis je l'ai supprimé. Les messages mesquins ne résolvent rien. Ils ne font que donner des munitions aux autres. D'accord, attendez une seconde, c'est moi. Il avait rédigé une réponse honnête. Une vraie. Quelque chose de sincère sur le fait qu'il n'avait pas changé, qu'il avait simplement arrêté d'être disponible 24h24 pour quelqu'un qui ne remarquait que son absence et jamais sa présence. Totalement juste. Totalement exact. Et puis il l'a supprimé. Parce qu'il ne voulait pas paraître mesquin. Et là, je me dis, ok. Combien de fois avez-vous fait exactement ça? Vous savez exactement ce que vous voulez dire. Vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est juste. Mais vous restez là à vous censurer jusqu'à ne plus rien dire, parce que vous êtes plus inquiet de la façon dont vous serez perçu que de vous protéger réellement. On embellit ça et on appelle ça être la meilleure personne. On appelle ça prendre de la hauteur. Mais parfois, honnêtement, ce n'est pas de la noblesse, c'est juste de l'évitement du conflit avec une meilleure réputation. Et l'ironie cruelle, c'est qu'avaler ces moments d'honnêteté ne protège pas vraiment la relation. Ça protège simplement l'autre personne, qui n'a jamais à faire face aux vraies conséquences de la façon dont elle vous traite. Milo a supprimé ce message pour préserver la paix. La paix n'est jamais venue de toute façon. Elle ne vient jamais quand vous continuez à faire taire les parties de vous-même qui vous disent la vérité. Maintenant, retour à l'auteur du post. Les messages mesquins ne règlent rien. Ils ne font que donner des munitions aux autres. Puis un soir, elle a appelé à 22h30. J'ai vu son nom, posé mon téléphone et repris ce que je faisais. La première fois que je n'ai tout simplement pas répondu. Je lui ai écrit le lendemain matin. J'ai vu que j'avais raté ton appel. Tout va bien? Elle a répondu, ça doit être agréable de dormir si paisiblement pendant que tes amis traversent des choses difficiles. Je n'ai pas répondu à ça non plus. Ensuite sont venues les urgences fabriquées. Une crise à 23h qui s'est révélée être une dispute avec sa mère à propos de ses choix de carrière. J'ai écouté pendant 20 minutes, donné mon avis, puis dit que j'avais besoin de dormir parce que j'avais une réunion tôt le lendemain. Elle avait l'air agacée quand elle a raccroché. Puis une batterie de voitures appela dans un centre commercial du côté sud, à 25 minutes de mon appartement, un samedi soir alors que j'étais chez Ruby,
à 40 minutes dans l'autre direction. Je lui ai dit d'appeler l'assistance routière puisqu'elle y avait droit via son assurance. Elle a dit qu'elle ne voulait pas attendre. Je lui ai répondu qu'elle pouvait prendre un Uber pour rentrer et s'occuper de la voiture le lendemain à la lumière du jour. Un conseil normal. Waouh. D'accord. Un maximum d'agressivité passive. Ce n'était pas de vrais problèmes. C'était des tests de disponibilité, et maintenant, je les échouais volontairement. Puis elle a commencé à se présenter en personne. Un samedi après-midi, Ruby et moi regardions un film en mangeant une pizza dans mon appartement. On frappe à la porte. J'ouvre, et je trouve Naomi avec des plats à emporter de mon restaurant thaï préféré. Le curry vert que je commandais toujours. Surprise. J'étais dans le coin et je me suis dit que tu voudrais peut-être déjeuner. Elle a regardé derrière moi et a vu Ruby sur le canapé. Son visage s'est durci une fraction de seconde avant qu'elle ne sourie. Oh, salut. Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. J'ai pris la nourriture et dit qu'on était occupé. Elle est restée sur le pas de la porte un moment gênant, attendant une invitation qui ne viendrait pas, puis a dit qu'elle m'écrirait plus tard avant de partir. Ruby, un sourcil levé, elle ne sait pas que les limites existent ou elle s'en fiche. Clairement la deuxième option. Le dernier test a été un message vocal, sa voix tremblante, presque en larmes. Et, je sais que c'est bizarre entre nous en ce moment, mais j'ai vraiment besoin de toi. C'est important. Rappelle-moi dès que tu peux. J'ai rappelé 20 minutes plus tard, inquiet qu'il y ait vraiment un problème. Elle a répondu avec une voix parfaitement normale, aucune trace de détresse. Quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, elle a dit qu'elle avait finalement réglé le problème, mais qu'elle appréciait que j'ai rappelé. Puis elle a essayé d'enchaîner sur une longue conversation sur sa vie amoureuse et sur le fait qu'aucun des hommes qu'elle rencontrait n'était à la hauteur. J'ai écourté la conversation. Elle a soupiré de manière dramatique. Très bien. On parlera quand tu auras du temps pour moi, j'imagine. Cette nuit-là, j'ai exposé tout le schéma à Scott. Il n'a même pas levé les yeux de son ordinateur, elle teste combien elle peut encore tirer de toi. La vraie question, c'est ce qui se passe quand la réponse devient rien. Les gens comme ça ne gèrent pas bien ça. J'ai bloqué Naomi partout. J'ai changé mes habitudes pour ne plus utiliser la même cafétéria ni le même parking. J'ai complètement évité son étage. Mais la veille de la bloquer, quelque chose s'est produit. Je l'ai croisée dans le hall principal. J'étais avec 2 collègues en route pour une réunion. Elle m'a vu de loin et s'est dirigée vers moi avec un grand sourire, me touchant le bras devant eux. « Salut, étranger. On devrait se voir bientôt. J'ai l'impression de ne plus jamais te voir. » Assez fort pour que mes 2 collègues entendent. J'ai répondu sèchement, oui, peut-être, et j'ai continué à marcher. Mais j'ai compris ce qu'elle faisait, elle construisait une version publique de notre relation qui ne correspondait pas à la réalité, plantant des témoins qui se souviendraient d'elle comme étant sympathique, pas hostile. C'est à ce moment-là que je l'ai bloquée partout. 2 semaines de silence après ça. Je pensais qu'elle passerait à autre chose. Elle n'est pas passée à autre chose. Et c'est là que ça a cessé d'être agaçant pour devenir réellement dangereux. Elle s'en est prise à ma carrière. Marissa, une collègue présente dans l'entreprise depuis environ 10 ans, m'a pris à part dans la salle de pause. Elle m'avait aidé à comprendre les règles non écrites quand je venais d'arriver. Je faisais confiance à son jugement. Elle m'a demandé si je connaissais quelqu'un nommé Naomi, du service des installations. Puis son visage a pris une expression compliquée, un mélange d'inquiétude et de prudence. Il y a des rumeurs. J'ai entendu dire que tu harcelais une femme dans le bâtiment. Que tu la suivais, que tu te présentais à son bureau sans invitation, que tu faisais des commentaires déplacés. Mon estomac s'est noué. C'est complètement inventé. Je ne lui ai pas parlé au travail depuis des semaines. J'évite activement son étage. Marissa me croyait, mais elle ne m'a pas ménagé. Même une fausse rumeur RH peut rester suffisamment longtemps pour affecter tes missions, la confiance et ton image. Dans ce domaine, une enquête laisse une trace, même si tu es innocent. J'ai commencé à tout documenter ce jour-là. J'ai sauvegardé tous les messages avec Naomi, reconstitué une chronologie de 6 mois d'interaction et me suis envoyé un résumé horodaté par email pour qu'il ne puisse pas être contesté plus tard. J'ai demandé à Ruby, Scott et Marissa d'écrire chacun ce qu'ils avaient vu ou entendu, avec des dates. Marissa me l'a envoyé le jour même. J'ai aussi récupéré les logs d'accès de mon badge via le portail de sécurité du bâtiment. L'étage de Naomi n'y apparaissait pas une seule fois au cours des 3 dernières semaines. Dossier impeccable. Pendant ce temps, le groupe d'amis commençait déjà à se retourner contre moi. En 2 semaines, des connaissances communes issues d'événements professionnels sont devenues froides, évitant mon regard à la cafétéria, ne répondant plus aux messages de groupe. J'ai proposé un match de basket le jeudi dans le groupe, aucune réponse. Un gars avec qui j'avais souvent déjeuné est passé devant moi dans le couloir, a regardé son téléphone et a continué sans rien dire. Un type nommé Anthony, avec qui je jouais au basket près de Montsano, m'a finalement expliqué ce qui se passait. Il m'a pris à part après un match et m'a dit qu'il avait entendu dire que j'avais maltraité Naomi. Quand je lui ai demandé des détails, il est resté vague. Elle en a parlé, elle avait l'air vraiment blessée. Quoi exactement? On n'a jamais été ensemble. On n'est jamais sortis ensemble. Je lui ai dit ça clairement. Sans émotion. On n'a jamais été ensemble.
Je l'ai invitée à sortir une fois il y a 3 ans. Elle a dit non. Je suis passé à autre chose. C'est toute l'histoire. Si elle raconte autre chose aux gens, elle ment. Il n'a rien dit pendant un instant. Puis il a hoché la tête, comme s'il comparait ce que Naomi lui avait raconté avec ce que je venais de dire, et que ça ne collait pas. Ruby a pris la nouvelle comme quelqu'un qui avait déjà vécu ça. Et c'était le cas. Elle avait connu une situation similaire à l'université, un gars qui n'avait pas supporté d'être rejeté et qui avait essayé d'empoisonner toutes leurs amitiés communes. Elle n'a pas perdu de temps à se mettre en colère. Elle est passée directement en mode solution. Arrêter tout contact. Aucun message. Aucune conversation au travail. Aucune explication. Rien qu'elle puisse déformer. Puis elle s'est installée devant son ordinateur. En moins d'1 heure, elle a changé tous ses mots de passe, activé la double authentification partout, verrouillé ses réseaux sociaux et créé un dossier partagé dans le cloud pour les captures d'écran et les preuves. Elle a nommé le dossier « Les meilleurs moments de Naomi ». Puis elle m'a regardé et a dit « Tout va là-dedans, avec les dates. Si ça devient légal, on ne va pas galérer à se souvenir de ce qui s'est passé quand. Tout sera déjà organisé. » Premier ajout, l'avertissement de Marissa avec la date et l'heure exacte, ainsi que les logs de badge montrant que je n'étais pas allé à l'étage de Naomi. Puis les comptes anonymes ont commencé à cibler Ruby. Messages Instagram provenant de profils tout neufs, sans photo, avec des noms génériques, contenant des avertissements vagues sur mon caractère. Certains mentionnaient des détails qu'un inconnu ne pourrait pas connaître, mon immeuble, ma moto, des éléments prouvant que la personne me connaissait réellement. Ruby m'a montré le premier immédiatement. On a bloqué le compte ensemble. D'autres ont suivi la semaine suivante sur différentes plateformes, toujours le même schéma. Elle n'avait pas peur. Juste agacée. C'est pathétique. Vraiment, profondément pathétique. Ma moto, une Kawasaki Ninja 4 Sense de 2019, achetée d'occasion à un type de Madison. Je l'utilisais pour aller travailler quand la météo le permettait. Elle était garée à ma place assignée dans le parking de l'immeuble. Premier incident, pneu avant crevé. Une entaille nette dans le flanc, pas une crevaison due à un débris. J'ai signalé ça à la gestion de l'immeuble. Ils ont vérifié leur caméra, mais l'angle ne couvrait pas ma place. J'ai remplacé le pneu moi-même. $160, plus le temps nécessaire. Deuxième incident, 9 jours plus tard. Rayure profonde et méthodique sur tout le côté gauche du réservoir et du carénage. Quelqu'un avait pris son temps. Le devis du garage dépassait les $800 pour repeindre et réparer. Ça a fait mal. Scott et moi avons installé une sonnette Ring ainsi qu'une caméra supplémentaire couvrant le parking la même semaine. Si la résidence ne couvrait pas cet angle, on allait le faire nous-mêmes. Le système n'était pas parfait, partiellement bloqué par un pilier, mais il captait ma moto sous un certain... Troisième incident, 6 jours après l'installation des caméras. Quelqu'un s'est approché de ma moto à 2h15 du matin et a versé quelque chose sur la selle. La caméra a capté une silhouette en sweat à capuche sombre, visage partiellement caché, mais la silhouette et la démarche m'étaient familières. À un moment, la personne a levé la tête, probablement pour vérifier s'il y avait des témoins, et la caméra a capturé environ la moitié de son visage sous les lumières du parking. C'était Naomi. Évidemment. Scott a amélioré la vidéo avec un logiciel qu'il utilise pour son travail. On ne pouvait pas le prouver de manière irréfutable devant un tribunal, mais la taille correspondait, la silhouette correspondait, la démarche correspondait. Elle portait une veste vert olive avec un écusson spécifique sur l'épaule que je lui avais vu des dizaines de fois. Le lendemain matin, un mot plié était coincé sous mon rétroviseur. 3 mots, dans une écriture que je reconnaissais, « Tu penses encore à moi ». Je l'ai photographié avec mon téléphone avant de le toucher, en m'assurant que l'horodatage et les données de localisation apparaissaient dans les propriétés de l'image. Puis je l'ai mis dans un sac hermétique et rangé dans un tiroir de ma table de nuit. À partir de ce moment-là, je n'ai partagé que des copies. L'original est resté intact. J'ai ajouté tout ça. J'ai déposé plainte le jour même, avec la vidéo, le mot, la documentation des incidents précédents et les captures des messages anonymes envoyés à Ruby. L'agent a dit que ce type de vandalisme, avec une escalade aussi claire, indiquait généralement une situation plus grave. Il m'a demandé si je soupçonnais quelqu'un. Je lui ai parlé de Naomi, de notre passé, de la rupture, des messages, de l'escalade. Il a tout noté et m'a donné un numéro de dossier. Il m'a dit de rappeler immédiatement si quelque chose d'autre se produisait. Ruby m'a accompagné au poste et est restée pendant toute la procédure. Sur le chemin du retour, elle est restée silencieuse un moment. Puis, tu as besoin d'un avocat. Maintenant. Elle avait raison. Marissa m'a mis en contact avec un avocat nommé Caleb, via le cabinet de sa sœur en centre-ville. Je l'ai rencontré ce samedi-là et je lui ai tout expliqué. Il m'a dit que j'avais de solides bases pour obtenir une ordonnance de protection, mais il m'a prévenu. Obtenir l'ordonnance, c'est la première étape. Les personnes comme elle la violent presque toujours au moins une fois, parce qu'elles pensent que les conséquences ne s'appliquent pas à elles. Continuez à tout documenter. Gardez les caméras actives. Quand elle violera l'ordonnance, et elle le fera probablement, on s'en servira pour engager des poursuites pénales. Je lui ai demandé pour le travail et les rumeurs.
Il m'a dit que des déclarations diffamatoires portant atteinte à ma réputation professionnelle pouvaient constituer une base pour une action en diffamation. Mais d'abord l'ordonnance de protection. Une chose à la fois. Il a envoyé une lettre de mise en demeure le lundi suivant. D'accord les viewers, attendez, c'est encore moi. Voici celle qui m'a vraiment un peu empêché de dormir. Naomi n'était pas comme ça dès le début. Elle n'était pas instable dès le départ. Elle était calculatrice. Patiente, même. Les appels tard le soir, le timing opportun, les contacts du bras, la performance au mariage, tout ça a été contrôlé et délibéré. Le vandalisme, les fausses plaintes aux ressources humaines, les comptes jetables, le harcèlement à la salle de sport, tout ça n'a commencé que lorsque la manipulation discrète a cessé de produire des résultats. Et cette distinction est bien plus importante que ce que les gens semblent reconnaître. Parce que si elle avait été chaotique dès le départ, ce serait une histoire simple sur le fait d'éviter des personnes manifestement instables. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'une stratégie parfaitement fonctionnelle a échoué, et la panique qui a suivi a pris l'apparence de la folie. Elle n'était pas folle. C'était quelqu'un qui croyait tellement avoir droit à un accès à Milo que, lorsque cet accès lui a été retiré, elle n'a pas pu le traiter de manière rationnelle. Ce sentiment de droit, discret, patient et totalement invisible, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, c'est la chose la plus effrayante dans toute cette histoire. Parce qu'on ne peut pas le repérer tôt. Il ne se révèle que lorsque vous dites enfin non. Et à ce moment-là, vous êtes déjà pris dedans. Maintenant, retour à l'auteur du post. La mise en demeure a empiré les choses. Si quelque chose, c'était pour elle une confirmation qu'elle avait encore un impact sur moi. 3 jours après qu'elle l'ait reçu, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tu crois vraiment qu'un bout de papier va me faire disparaître? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Après tout le soutien que je t'ai apporté? Tu vas le regretter. Capture d'écran. Transmis à Caleb. Classé. Caleb m'a rappelé dans l'heure avec des instructions claires. Arrêter tout contact direct. Ne répondre à aucun numéro inconnu. Tout faire passer par lui à partir de maintenant, et consigner chaque numéro inconnu qui appelle ou envoie un message, avec la date et le contenu, même si je ne réponds pas. Il a dit que ce message menaçant nous aidait en réalité. Il prouvait qu'elle connaissait la limite légale et qu'elle s'en fichait. Cette même semaine, une femme prétendant travailler dans le corporate m'a contacté sur LinkedIn pour me parler d'une opportunité professionnelle. Quelque chose dans la formulation semblait étrange. Je n'ai pas répondu, mais j'ai vérifié son nom. Cette personne n'existait pas dans l'entreprise qu'elle prétendait représenter. Le profil LinkedIn était tout neuf, sans aucune connexion. Puis mon manager m'a convoqué dans son bureau, porte fermée. Quelqu'un avait déposé un signalement anonyme auprès de la hotline éthique de l'entreprise, affirmant que j'avais un conflit d'intérêts impliquant une relation personnelle avec un représentant d'un fournisseur. Pure invention. Je n'avais aucun contact avec des fournisseurs. Je parlais à peine à des personnes en dehors de mon équipe de conformité. Mais un signalement anonyme exigeait une enquête. Politique de l'entreprise. Aucune exception. Les RH m'ont fait asseoir dans une salle de réunion et m'ont posé une série de questions sur mes relations professionnelles et d'éventuels conflits. J'avais tout préparé, la mise en demeure, le rapport de police, la chronologie complète. J'ai tout présenté calmement, sans m'énerver. L'expression de la responsable RH a changé en examinant mes documents. C'est un contexte très utile. Nous devons quand même mener l'enquête, mais c'est très utile. 2 semaines pour être blanchi. 2 semaines de regard en coin de la part de personnes qui ne savaient pas ce qui se passait, mais qui savaient que les RH m'avaient convoqué à huis clos. Pendant ces 2 semaines, j'ai changé ma manière de me déplacer dans le bâtiment. J'ai gardé toutes les conversations dans des espaces ouverts, évité d'être seul dans les couloirs ou les escaliers, surtout près de l'étage des installations. J'ai commencé à sauvegarder toutes les invitations de réunion et les feuilles de présence, pour avoir une trace vérifiable de mes déplacements pendant les heures de travail. C'était extrême. Mais nécessaire. Même une enquête conclue sans faute laisse une trace dans ce secteur. Les gens se souviennent que vous avez été investigué. Ils oublient que vous avez été innocenté. Votre nom disparaît discrètement de certains projets. C'est ça qui m'a le plus mis en colère dans toute cette histoire. La menace sur ma carrière. Parce que tout le reste peut être réparé ou remplacé. Une réputation professionnelle dans l'aérospatiale, une fois fissurée, ne revient parfois jamais. Puis il y a eu la confrontation dans le parking. Un jeudi soir, parking à moitié vide, avec quelques personnes autour. J'ai entendu mon nom derrière moi. Naomi se tenait près des ascenseurs, bras croisés, bloquant le chemin le plus direct vers ma voiture. Elle avait l'air d'attendre. On doit parler. Assez fort pour qu'un homme 2 rangées plus loin relève la tête. Je me suis arrêté, sans m'approcher. Non, on n'a rien à se dire. Tu as reçu la lettre. C'est terminé. La lettre? Elle a ri. Rien de drôle pourtant. Tu envoies des avocats contre moi. J'étais là pour toi quand personne d'autre ne l'était. Et voilà comment tu me remercies? Elle a fait un pas vers moi. J'ai gardé mes distances. Tu dois partir. Je n'aurai pas cette conversation. Tu ne décides pas de ça. Tu ne peux pas me remplacer comme ça et faire comme si je n'existais pas. J'appelle la sécurité. J'ai sorti mon téléphone. Elle m'a fixé un long moment,
quelque chose de sombre dans le regard. Puis elle s'est tournée et est partie vers l'escalier opposé, comme si elle avait fait passer son message. J'ai quand même appelé la sécurité du bâtiment, obtenu les noms de 2 témoins qui avaient tout vu. La sécurité a confirmé que les caméras du parking couvraient cette zone et qu'ils avaient conservé les images sous mon numéro de dossier existant. J'ai ajouté tout ça au dossier. Les comptes anonymes continuaient de cibler Ruby. On a commencé à repérer des indices, parce que la personne derrière n'était pas aussi intelligente qu'elle le pensait. Les mêmes expressions inhabituelles apparaissaient sur différents comptes soi-disant distincts. L'un d'eux a fait une erreur en mentionnant l'emploi du temps de Ruby, quelque chose que seule une personne qui l'observait pouvait savoir. Un autre compte a été créé quelques minutes après que Naomi ait consulté les publications de Ruby via un compte appartenant à des connaissances communes. Comment Ruby a découvert ça? Parce qu'une amie à elle de l'université, qui vivait maintenant à Birmingham, l'a contactée pour lui demander pourquoi une certaine Naomi lui envoyait des messages pour poser des questions sur Ruby. Cette amie trouvait ça inquiétant et voulait la prévenir. Ruby a ajouté tout ça dans notre dossier partagé avec une note. Modèle numéro 14, même personne, elle commence à devenir négligente. Naomi s'est aussi présentée à la salle de sport de Ruby, un petit studio de fitness à Madison où elle allait depuis des années. Elle a dit à l'accueil qu'elle était la collègue de Ruby et a demandé à quelles heures Ruby venait habituellement, pour lui faire une surprise pour son anniversaire. Le personnel l'a mentionné à Ruby lors de sa prochaine séance. L'anniversaire de Ruby était dans 4 mois. Elles n'avaient jamais travaillé ensemble. Un soir, Ruby était sur le tapis de course et a levé les yeux pour voir Naomi assise sur un banc de musculation de l'autre côté de la salle, simplement assise là, à la regarder. Ruby a dit que leurs regards se sont croisés pendant environ 2 secondes avant que Naomi ne détourne les yeux, avec un air totalement détendu, comme si elle se reposait entre des séries qu'elle n'avait jamais faites. Ruby ne l'a pas confrontée. Elle a terminé son entraînement à un rythme normal pour ne pas montrer de peur. Elle a noté l'heure et la date sur son téléphone dans les vestiaires, puis est sortie par une autre issue. Elle a informé le personnel à l'accueil en partant. Ils ont proposé de rédiger un rapport d'incident, ce qu'ils ont fait. Elle a vérifié ses rétroviseurs pendant tout le trajet jusqu'à mon appartement et m'en a parlé ce soir-là. Sa voix était calme, mais je voyais bien qu'au fond elle était secouée. Ce n'était plus des messages en ligne. C'était de la surveillance en personne. Quand j'ai commencé à m'excuser de l'avoir entraînée dans tout ça, elle m'a immédiatement arrêté. Tu ne l'as pas créé. Arrête de t'excuser pour les choix de quelqu'un d'autre. On gère ça et on avance. Cet incident à la salle de sport a été directement ajouté à la demande d'ordonnance de protection comme preuve de harcèlement. 3 jours avant l'audience, un dernier message depuis un numéro anonyme. Tu aurais pu avoir quelqu'un qui te comprend vraiment, quelqu'un qui était là depuis le début. Mais tu as choisi elle. Profite de regarder tous ces sauvegardés. Transmis à Caleb. Il a hoché la tête, parce que c'était exactement ce dont on avait besoin. L'audience pour l'ordonnance de protection a eu lieu un jeudi matin début novembre. Naomi est venue avec son propre avocat. Elle avait l'air différente de l'époque où nous étions amis. Plus mince, fatiguée, comme si elle ne dormait pas bien. Son avocat a essayé de me faire passer pour un ex-obsédé qui invente des choses. Il a suggéré que c'était moi qui la poursuivais, que je ne supportais pas le rejet, que j'utilisais le système judiciaire pour intimider une femme qui voulait simplement prendre ses distances. Caleb a présenté notre chronologie, point par point, comme quelqu'un qui avait déjà fait ça et savait exactement comment construire un dossier pour un juge. Il a remis un classeur avec des onglets, codés par couleur, indexés, avec une chronologie imprimée sur les 2 premières pages et des captures d'écran derrière chaque section. Le juge a feuilleté pendant que Caleb expliquait chaque partie. 3 ans d'historique de messages présentés sous forme de graphiques simples, Naomi me contactait 4 fois pour chaque message que j'envoyais, puis 8 fois pour un après que j'ai commencé à sortir avec Ruby. Les fausses urgences qui étaient en réalité des tests de disponibilité. La mise en demeure à laquelle elle a répondu par des menaces. Les images de caméra montrant une personne correspondant à sa description près de ma moto à 2h15 du matin. Le mot manuscrit comparé à une carte qu'elle m'avait donnée des années auparavant. La correspondance était évidente. La confrontation dans le parking confirmée par 2 témoins. Les comptes anonymes harcelant Ruby, créés quelques minutes après que Naomi ait consulté ses publications, dont un utilisant une phrase identique à un message qu'elle m'avait envoyé des mois plus tôt. La fausse plainte éthique déposée la même semaine que la mise en demeure. Caleb a insisté sur ce timing. La visite à la salle de sport sous un faux nom. Le harcèlement à la salle de sport observé par des membres ayant vu une femme assise sur des machines sans jamais les utiliser. Le juge a demandé directement à Naomi si elle avait créé les comptes anonymes envoyant des messages à ma petite amie. Son avocat lui a conseillé de ne pas répondre. Le juge a noté ce refus. Il lui a demandé si elle s'était rendue à la salle de sport de Madison à la date en question. Son avocat a objecté, objection rejetée. Elle a admis y être allée, mais a parlé de coïncidence. J'ai entendu dire que c'était une bonne salle. Le juge l'a regardé longuement sans rien dire. Ordonnance de protection accordée. Interdiction de contact de plusieurs années. Aucun contact avec moi, Ruby ou nos familles, par quelque moyen que ce soit. Interdiction de s'approcher de nos domiciles ou lieux de travail. Aucun intermédiaire. Aucun faux compte.
Mais ce n'était pas fini. Caleb a déposé une plainte civile pour harcèlement, dégradation de biens et diffamation. Les réparations de la moto dépassaient à elles seules 2000 $ entre le pneu, la peinture et le remplacement de la selle. La fausse plainte éthique avait affecté ma position dans une entreprise où la réputation est essentielle. 2 semaines à être traité comme un suspect dans un endroit où j'avais travaillé 3 ans sans aucun problème. Ce qu'elle avait fait avait des conséquences réelles et elle devait en répondre. L'affaire s'est réglée à l'amiable 4 mois plus tard. Elle a accepté de payer l'intégralité des réparations de la moto, ainsi que des dommages supplémentaires couvrant mes frais juridiques et plus encore. Le paiement s'est fait via les avocats, avec un délai imposé. Aucun contact direct. Je ne peux pas partager les montants exacts à cause d'une clause de confidentialité. Mais c'était équitable. Je ne lui ai plus jamais parlé après l'audience. L'ordonnance de protection a été respectée. Certains amis en commun m'ont recontacté ensuite. Certains se sont excusés. D'autres étaient simplement curieux. Je n'ai pas répondu à la plupart. Les personnes importantes connaissaient déjà la vérité. Ruby et moi avons emménagé ensemble environ 6 mois plus tard. Un complexe plus récent, bonne sécurité, caméra fonctionnelle. Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas simplement partie quand les choses ont mal tourné. Elle m'a regardé comme si j'avais posé une question stupide et a répondu. Parce que tu n'as pas causé ça. Et je ne m'en vais pas quand les choses deviennent difficiles juste parce que quelqu'un d'autre agit de manière Scott est resté dans l'ancien appartement et a enfin adopté le chien dont il parlait depuis longtemps. Ma carrière s'est complètement rétablie. L'enquête éthique n'a mené à rien. Les RH ont noté que la plainte avait été faite de mauvaise foi, et Marissa s'est assurée que les bonnes personnes connaissent la vérité. Dans l'aérospatiale, votre réputation vous suit partout. La mienne est restée intacte. J'y pense parfois. À quel point j'ai été proche de devenir ce type qui reste indéfiniment, à attendre quelqu'un qui ne le choisira jamais, mais qui ne le laissera jamais choisir quelqu'un d'autre non plus. Aurais-je dû poser des limites plus tôt? Absolument. J'ai passé trop de temps à être poli alors que j'aurais dû être direct. Ça, c'est ma responsabilité. Mais sa réaction à la perte d'accès n'était pas de ma faute, ni de ma responsabilité. Caleb m'a dit que la plupart des gens dans ma situation attendent bien trop longtemps. Ils pensent que ça va s'arrêter tout seul. Ils pensent que documenter est excessif, jusqu'au moment où ils en ont besoin et ne l'ont pas. J'ai eu de la chance. Un colocataire qui a su voir clair. Une petite amie qui n'a pas fui. Et l'instinct de construire un dossier avant même de savoir qu'on en aurait besoin. Être le plan de secours de quelqu'un, ce n'est pas de l'amitié. C'est une cage que vous construisez vous-même. Bien sûr, je suis là, à la fois. Une limite que vous laissez passer à la fois. Restez vigilants, les gars. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Parfois, les gens développent des sentiments sans savoir comment les gérer, et c'est humain. C'est réel. Mais dès le moment où elle a commencé à crever des pneus et à déposer de fausses plaintes éthiques, non. Toute la sympathie a disparu et n'est jamais revenue. Ce que Milo a vécu, c'est quelque chose que beaucoup de gens traversent sans jamais réussir à le mettre en mots, être tenu en laisse par quelqu'un qui ne vous veut pas vraiment, mais qui ne supporte absolument pas l'idée que quelqu'un d'autre puisse vous avoir. Naomi n'aimait pas Milo. Elle aimait le contrôle. Dès qu'il a cessé d'être disponible, elle n'a pas pleuré une amitié, elle a déclaré la guerre. Ce n'est pas un chagrin d'amour. C'est du sentiment de droit déguisé en chagrin d'amour. Et voici la partie qui me marque vraiment, elle a failli gagner. Réfléchissez-y. La fausse plainte aux ressources humaines, la campagne de rumeurs, les dommages à la réputation professionnelle, dans n'importe quel autre scénario où Milo n'aurait pas eu de preuves, n'aurait pas eu Ruby, n'aurait pas eu Scott pour dénoncer ça dès le début, il aurait réellement pu perdre sa carrière à cause de l'obsession de quelqu'un d'autre. C'est terrifiant. Maintenant, les leçons à retenir, et il y en a plusieurs. Premièrement, documentez tout. Milo l'a dit lui-même, la plupart des gens attendent trop longtemps. Au moment où vous réalisez que vous avez besoin de preuves, il est déjà trop tard. Créez un dossier, horodatez vos captures d'écran, sauvegardez tout. Vous ne le regretterez pas. Deuxièmement, Ruby est la véritable MVP de toute cette histoire. Elle n'a pas paniqué, n'a pas ramené ça à ses propres émotions, elle s'est simplement organisée. C'est exactement le genre de personne que vous voulez à vos côtés quand la vie devient compliquée. Troisièmement, et c'est le plus important, être constamment disponible pour quelqu'un qui ne vous appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose, ce n'est pas de la loyauté. C'est juste être utile. Scott l'a parfaitement dit, vous êtes devenu une ressource qu'elle gère, pas un ami avec qui elle entretient une relation réciproque. Relisez ça lentement. Une vraie amitié fonctionne dans les deux sens. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas un ami. Vous êtes une option de secours. Et vous méritez mieux que ça. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint dans les histoires Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.